qui fait partie, c'est une progresse. Comme thématique, la prévention des violences sexistes et sexuelles et tout autre comportement déviant. Donc, c'est plutôt intéressant de voir qu'il y a du monde qui participe à cette visio de toutes les régions de France, hein. Ça, c'est un thème qui peut concerner tous les pratiquants. Je vais commencer par me présenter très rapidement. Je m'appelle Stéphane Guiton, je suis moniteur d'aïkibudo à l'ASPP. Je suis encore pour quelques jours président du CID Aïkibudo Île-de-France. Et au niveau de la Ligue 2F3A, je suis vice-président Aïkibudo au niveau de la région Île-de-France. C'est un sujet sensible. Pour un vendredi soir, on aurait préféré peut-être un sujet un petit peu plus léger, mais souvent, on se sent étranger à cette thématique, alors qu'on entend beaucoup parler dans les médias. On pense que ça concerne toujours d'autres fédérations, d'autres milieux socioculturels, et on espère être totalement épargné par ce genre de sujet. Et il est important d'en faire de la prévention pour éviter que des événements dramatiques puissent se produire. Si on fait un petit peu le point sur la situation actuelle, ça fait quelques années déjà que l'aïkido fait des actions de prévention et il y a un référent au niveau fédéral qui s'appelle Patrick Belvaux, Mm. qui est notre référent fédéral au niveau de la 2F3A. Il y a des actions au niveau de la Ligue Île-de-France, côté Aikido toujours. Je ne connais pas le nom de la personne exacte qui est référente, mais ils en parlent très souvent en termes, devant les Mm. stages et ils diffusent des flyers. Et quand on fait des réunions au niveau du comité directeur Île-de-France, il y a toujours une sensibilisation au problème VSS. Au niveau local, je dirais au niveau de notre groupe Aikibudo, le premier constat qu'on puisse faire, c'est que 30% de nos licenciés sont des enfants. Et donc, il faut être particulièrement vigilant au risque de pédophilie. Je vais aussi amener d'autres questions, c'est sur la représentativité des femmes dans notre discipline, un art martial de défense qui défend certaines valeurs humaines et éthiques. Et on se rend compte que le nombre de pratiquantes est relativement faible. En tout cas, on peut améliorer cette représentativité. Et quand on monte dans les grades, il y a peu de femmes qui atteignent des grades très élevés, notamment en Île-de-France. Il faut insister pour que ce sera la première fois en 2025 qu'une femme dirigera un stage dans la région Île-de-France. Donc, on avance petit à petit. Je voudrais que chacun réfléchisse à sa responsabilité euh, sur la prévention de ces risques, hein. On est tous responsables, qu'on soit professeur, qu'on soit organisateur de stage. Je le suis quand je suis président du CD Aikibudo Île-de-France. Mais ça concerne plus généralement tous les gens qui sont sur le tatami. Donc la prévention, c'est un acte, on va le voir, qui concerne tout le monde. Et il ne faut pas laisser tomber sous prétexte qu'on soit un simple pratiquant, entre guillemets. Donc je voulais remercier particulièrement Émilie Simon et Emmanuel Clérin qui ont pris en charge la cellule au niveau du CID Kibudo Île-de-France. Ils sont engagés dans des formations. Ils sont plus compétents que moi dans l'expertise de ces questions. Et ce sont eux qui vont vous présenter tout l'aspect de la mission de cette cellule. Donc la cellule C-Line, baptisée par Émilie et Emmanuel, qui ont pris en charge le sujet. Et ils vont nous expliquer les missions. Et après, Emmanuel va nous présenter un diaporama sur cette sensibilisation
au VSS et autres comportements déviants. Donc, je vous souhaite une bonne présentation et je passe la parole à Émilie. Bah, merci beaucoup Stéphane pour cette introduction. Effectivement, c'est un sujet assez complexe, assez intime, j'oserais dire. Et c'est un sujet auquel j'ai pu être confrontée dans la pratique parce que des gens sont venus me voir tout simplement pour me poser des questions, pour savoir si j'avais subi des comportements un peu déviants, problématiques. Et j'ai un peu mené mon enquête à l'issue de ces discussions-là. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui pouvaient toucher les pratiquants, les pratiquantes, et c'était pas forcément diffusé. Donc, j'en ai parlé à Stéphane, j'en ai parlé un petit peu au niveau de la Ligue, et finalement, la décision de créer une entité propre, indépendante, a surgi assez rapidement. Et c'est là où intervient Emmanuel, qui est extrêmement calé hein, sur ces sujets-là par, comment dire, par son expérience de pratique. Donc moi, je suis Émilie Dezimon. Je suis actuellement la présidente du club anciennement USI, nouvellement AEKI, donc à Ivry-sur-Seine. Et, euh, et donc pratiquante depuis un peu plus d'une décennie en Aïkibudo. J'ai fait plusieurs clubs et actuellement donc je suis co-référente de cette nouvelle cellule créée il y a peu avec Emmanuel. Notre intérêt, c'est d'informer, c'est de partager un petit peu ce qui existe, peut-être d'alerter aussi, de conseiller, d'être à l'écoute. euh, un petit peu de tous les pratiquants d'aïkibudo. Alors, le Katori, ça marche aussi. Et en tout cas, voilà, on a essayé de créer ce webinaire pour diffuser notre savoir, pour alerter et puis un petit peu montrer ce qui existe déjà. Et c'est maintenant que je te passe la main, Emmanuel. C'est mieux si j'active le micro. Est-ce que tout le monde m'entend? Voilà, Ouais. parfait. Merci pour ces deux introductions. Je me présente. Donc, je suis Emmanuel Clérin. J'ai commencé la pratique, j'étais tout petit, en 1977. Donc, j'ai eu le temps de voir évoluer l'aïkibudo, de voir évoluer aussi les pratiquants. Et également, Émilie évoquait ma sensibilité sur le sujet, mais c'est que dans le cadre de mes fonctions Mm. au sein d'une collectivité, et notamment sur le milieu du sport, c'est un sujet qui est déjà en vigueur depuis un bon moment. Et parallèlement, je suis membre de la commission disciplinaire de la Fédération de karaté, puisque je ne suis pas licencié de cette fédération et que cette commission est totalement euh, en dehors de toute relation avec le président fédéral. C'est pour ça que je suis sur cette fédération en termes de, de commission disciplinaire et j'ai déjà vu passer pas mal de dossiers. Donc, voilà, et là, je suis désolé, je me suis connecté un peu tard, mais il se trouve que j'étais à la préfecture et j'en ai profité pour échanger avec le procureur de la République pour lui faire part de notre réunion de ce soir et trouver que c'était une très bonne idée sur une discipline qui finalement n'est pas parmi les disciplines les plus connues du monde sportif et que à notre niveau, on entame déjà cette démarche. Voilà. Alors j'ai partagé le PowerPoint. Je sais pas si ça. Moi, je vois pas le partage, mais je pense que c'est bon. OK. Est-ce que vous avez expliqué, Stéphane ou Émilie, le principe pour ceux qui souhaitent rester anonymes et que s'il y a des questions à poser, vous pouvez les poser dans le chat avec un pseudonyme et voilà, c'est comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé d'intervenir quand il y aura le moment des questions, Mhm. d'intervenir de vive voix si vous voulez conserver l'anonymat. Il n'y a aucun problème. Vous- Effectivement, on en a parlé, mais tout le monde a mis son nom dès le départ D'accord. Et et tout le monde a également, laissé son nom. et vous avez parlé aussi de l'enregistrement de la première partie Oui, et pas de la deuxième? D'accord, ok. exact. Donc, alors, c'est vrai que
souvent on pense, je démarre maintenant, du coup. On parle souvent de violences sexuelles, violences sexistes. Quand on a défini cette cellule, on a finalement élargi le champ d'intervention sur quelque chose de beaucoup plus large. Et vous voyez sur la première slide que finalement, il n'y a pas que les violences sexuelles, il y a le harcèlement, il y a la discrimination, que ce soit la discrimination raciale, de genre, de morphotype, le racisme, les insultes, les coups, voilà, c'est beaucoup plus large que ça. Et tout ça rentre finalement dans le champ des comportements anormaux, dans lesquels, bien sûr, bah, les abus sexuels ou les agressions sexuelles sont une partie la plus émergente de l'iceberg. Donc l'idée de la cellule, bah, c'est de prévenir, c'est ce qu'on fait là ce soir, et de sensibiliser, et puis d'informer, et surtout après d'écouter et d'aider les pratiquants et les pratiquantes qui seraient dans ces situations et qui ne savent pas trop comment en sortir ou comment faire. À aucun moment, on n'aura vocation à traiter les problèmes à la place d'eux. Nous, on est juste là pour écouter et aiguiller et aider éventuellement les personnes qui sont dans ces situations à trouver le bon chemin pour pouvoir être entendus et aller au bout de leur démarche. Alors, voilà. Donc là, en fait, il va y avoir on va partir d'un constat. Après, on va faire un point législatif. Et puis, on finira par voilà, expliquer un peu le chemin, puisque il y a beaucoup de numéros de téléphone, il y a beaucoup de choses, mais quand on est dans la situation, quand on vit une situation difficile, souvent c'est un peu flou. Donc là, on va recadrer un petit peu tout ça. Je suis parti d'une enquête qui a été faite en 2019 par Disclose. Disclose, en fait, c'est un groupe de journalistes d'investigation qui a remonté jusqu'en 1970 pour faire un peu pour répertorier ce qu'ils ont appelé des dysfonctionnements. Donc, vous voyez, il y a 77 affaires qui ont été ressorties dans 28 sports différents avec 276 victimes. Donc, ça, c'est sur toute la France. Avec des dysfonctionnements sur toute la chaîne d'information et euh, je ne trouve pas le mot, de remontée d'information et de signalement. Voilà, pardon. Pour vous donner un exemple, vous avez certainement entendu parler de l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui était au club de Clamart, donc dans les Hauts-de-Seine. Et il se trouve que dans ce club, il y avait un entraîneur qui avait des comportements déviants et anormaux auprès des jeunes, des enfants. Eh bien, cet entraîneur n'a jamais été inquiété. Pourtant, dans son club, il y avait quand même une ministre qui est à l'origine du lancement de Signal Sport. Et ça s'est passé en 2017. Donc, je prends ce cas pour bien planter le décor. Euh, c'est pas parce qu'il y a des actions qui sont menées que tout est encore blanc. Donc là, en l'occurrence, on parle quand même du plus haut niveau de l'État, où même là, le système de signalement est resté un peu flou. Alors heureusement, depuis, ça s'est un peu solutionné, et grâce notamment à cette enquête Disclose, que vous pouvez retrouver hein, sur Internet. Je vous invite à la lire, c'est vraiment intéressant et assez édifiant. Et on peut voir que dedans, bah, il y a souvent de la récidive, dans plus de 33, dans plus du tiers des cas, et avec des signaux tout en bas ignorés par toutes les instances. Donc là, l'idée, c'est de voir comment finalement aujourd'hui ces signaux et tous ces dysfonctionnements puissent être supprimés. En 2023, il y a eu 710 signalements sur Signal Sport. Donc Signal Sport, c'est une plateforme euh, qui sert à faire remonter, soit par des témoins, soit par les victimes elles-mêmes, des comportements anormaux. Sur ces 710 signalements, vous avez 377 personnes qui ont été mises en cause
dont les 293 éducateurs sportifs. Donc, éducateurs sportifs, ça peut être des professeurs dans des clubs d'arts martiaux, par exemple. 36 signalements ont été remontés jusqu'au procureur de la République au titre de l'article 40. Alors, l'article 40, il a évolué. Au départ, c'était surtout pour les fonctionnaires. Les fonctionnaires ont une obligation, dès l'instant où ils ont connaissance d'un fait qui relève de l'illégalité, de le signaler. Mais aujourd'hui, cet article 40, il a été étendu à toutes les instances, les présidents de fédération, les présidents de clubs, et plus généralement à toute personne ayant connaissance d'un fait anormal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le nombre de signalements potentiellement peut augmenter. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'affaires, mais ça veut dire qu'on en signale davantage. Et il y a 200 mesures administratives qui ont été prises par les préfets de département. Donc là, il y a différentes classifications. Des décisions d'urgence quand il y a un danger immédiat. Donc ça peut être une suspension immédiate d'exercice. Des mesures pérennes d'interdiction où là, la personne, l'éducateur sportif, est définitivement interdite d'exercice. Et puis les notifications d'incapacité, ça c'est lié à une condamnation où là, il y a une inscription sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire et du fameux fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Il faut savoir que aujourd'hui, si parmi vous, il y a des présidents de club ou des référents club, quand vous remplissez sur l'extranet de la 2F3A les renseignements pour renouveler l'affiliation du club, on vous demande les coordonnées du président du club avec cette notion d'enquête d'honorabilité. Et l'enquête d'honorabilité, justement, va vérifier ce bulletin numéro 2 et ce FIGES. Alors, petit point législatif, la dernière loi qui est sortie au mois de mars 2024, elle vise à renforcer en fait la protection des mineurs et justement l'honorabilité dans le sport. Et elle renforce donc le code du sport avec l'obligation de signalement à tous les niveaux, c'est ce que je vous disais, avec l'application de l'article 40, le contrôle d'honorabilité qui va se faire systématiquement, et puis la mise en place de mesures immédiates et l'implication de toutes les structures. Jusqu'à présent, cette loi, bon, il y avait par exemple un entraîneur qui avait un comportement anormal. Le président du club n'était pas considéré comme responsable. Aujourd'hui, s'il ne dénonce pas, en fait, il est impliqué pour non-dénonciation de faits. Et puis le suivi annuel des incapacités, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été condamné, chaque année, il y a un suivi pour voir jusqu'à quand en fait il est frappé d'incapacité et pour empêcher son exercice. C'est lié notamment à la carte professionnelle, hein. Mais pas que, puisque les bénévoles maintenant sont aussi concernés par cela. Alors, je suis désolé, je vais un petit peu vite, mais j'ai des consignes de Stéphane, donc voilà, qui trouve que je suis trop bavard. Donc, j'essaye d'aller un peu plus vite. De toute façon, le diapo sera accessible Ouais. après? Oui, oui, on le mettra en D'accord. ligne. OK. Alors, le périmètre, en fait, des faits, qu'on va dire, anormaux. Il y a des périmètres qui sont inhérents vraiment à la pratique. C'est-à-dire que l'auteur utilise vraiment le cadre de la pratique. Il profite de son statut, par exemple d'entraîneur ou de professeur, pour pouvoir approcher ses victimes. Alors, quand je dis approcher ses victimes, c'est que là, on est sur le cas d'un prédateur, mais ça peut être aussi ponctuel. Donc, là, c'est vraiment, il y a un lien vraiment fort avec la pratique. Ça peut être le dojo, ça peut être les vestiaires, les moments de convivialité, et des fois, ça peut même déborder. Un professeur ou un président de club qui a accès au listing, il a les coordonnées de ses pratiquants, et puis bah, de temps en temps, c'est des petits messages qui sont envoyés comme ça, et puis de plus en plus, de façon plus régulière, insistante. Et donc là, on dit qu'il y a une prise d'ascendance psychologique entre le professeur et l'élève, de façon à un moment donné à obtenir des faveurs. Et ça, quand on est par exemple dans une commission disciplinaire comme je le suis au niveau du karaté, c'est un élément que l'on essaye de rechercher pour évaluer si l'auteur présumé a utilisé cette ascendance et a utilisé euh, la main qu'il pouvait avoir sur ses pratiquants. Et puis après, il y a un périmètre externe. Alors, c'est des faits qui ne sont pas en lien avec la pratique, mais par contre, on utilise le cadre pour détecter une situation anormale. Là, je vais sortir carrément du contexte du dojo.
Et ça, c'est un fait réel, hein. Sur une école, un gamin de 11 ans arrivait tous les matins et enfin, première semaine, son état se dégradait. Il arrivait en retard, pas changé, pas coiffé. Enfin, il ne changeait pas, il avait toujours les mêmes vêtements. Donc, forcément, au bout d'un moment, bah, il y avait une petite odeur qui allait avec. Et les enseignants se sont inquiétés de le voir arriver comme ça. Donc, ils lui ont posé des questions. Ils se sont rendus compte que les parents étaient partis 2 semaines en vacances, laissant le gamin tout seul chez lui, avec juste de quoi, bah, du Picard dans le congélateur. Et le gamin était livré à lui-même, comme ça, pendant 2 semaines. Donc, autant dire que les parents ont eu un comité d'accueil à l'aéroport au moment où ils sont rentrés. Donc là, on n'est pas du tout, c'est pas en lien avec la pratique, mais par contre, on a cette chance d'avoir une pratique où on peut détecter des comportements, on peut détecter des choses. Alors l'idée, c'est pas d'être un enquêteur, mais bah, c'est à un moment donné de dire, oui, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un problème, faut en discuter et puis le signaler dès que possible. Voilà. Alors ensuite, on parle de violences caractérisées. Il y a les violences morales, les violences physiques et les violences sexuelles. Ça peut être simple ou multiple. Simple, c'est-à-dire que vous avez du harcèlement moral. Alors, faut qu'il y ait pour ce qui est du harcèlement, ça veut dire qu'il y a une notion de répétition. Mais là, on n'est que sur une catégorie. Et puis après, vous avez multiple. Et on est souvent dans de la violence caractérisée multiple. Une agression sexuelle avec coups et blessures, par exemple, mais qui vont entraîner derrière forcément des préjudices moraux et ou physiques. Et ces violences peuvent se passer entre adultes, donc d'adulte à adulte, d'adulte à mineur, mais également de mineur à mineur. Il faut juste savoir que au regard de la loi, c'est le petit astérix en bas, un mineur est reconnu comme, enfin, est considéré comme pénalement discernant dès l'instant où il a 13 ans. Deux gamins je sais pas, de 8 et 10 ans, un petit garçon qui va est un peu insistant auprès d'une de ses camarades de classe. Au niveau pénal, en fait, il n'est pas considéré comme discernant. Par contre, on va aller chercher au niveau de la famille si par hasard les parents bah, le laisseraient pas regarder des films au-delà de son âge. Et souvent, on trouve au niveau du cercle familial des précurseurs de ce type de comportement. Si je peux me permettre de rajouter Oui. juste une petite précision, c'est 40% des signalements, les mineurs sur les mineurs. Donc c'est quand même une majorité, finalement, dans tous les aspects que tu as décrits de violence. Ce sont des mineurs qui font des violences sexistes et sexuelles sur des mineurs, 40%, les chiffres de la Drages Île-de-France. Mhm. En effet, en effet. Et les mineurs ne sont pas, enfin, quand on dit les mineurs, après, il faut voir si c'est plus de 13 ans, moins de 13 ans. Effectivement, au-delà de 13 ans, c'est à partir de 14, ça commence à être un peu plus compliqué. Mais voilà. Après, il y a aussi beaucoup de parents qui s'alarment à juste titre, mais parfois s'alarment trop par rapport à des comportements. Finalement, enfin, qui n'a pas joué à un moment donné au docteur, hein. Donc voilà, faut savoir aussi à un moment donné euh, prendre le recul nécessaire pour savoir ce qui relève vraiment des faits inquiétants et de ce qui relève de l'apprentissage de la vie. Donc ensuite, il y a un processus, on est toujours dans la notion de processus, hein, processus d'identification entre une situation d'urgence directe et une situation d'urgence indirecte. La situation d'urgence directe, c'est qu'il y a un danger qui est proche, qui est imminent, où il y a une victime qui est en contact direct avec l'agresseur et la victime est en détresse, donc qu'elle soit physique ou psychique. Donc là, il faut vraiment intervenir de façon urgente. Et puis, il y a de l'urgence indirecte où là, le danger, il est distant. Les faits ne sont pas en lien avec la pratique. Le cas de la pratique permet de repérer la victime, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ou bah, par exemple comme la maltraitance dans le cercle familial, où là, il peut y avoir des traces physiques. Donc là, voilà, le temps de réaction n'est pas tout à fait le même. D'un côté, on sait qu'on a une victime qui est là, il faut arriver à faire en sorte qu'elle soit soustraite du danger. Et de l'autre, c'est un peu plus fin parce qu'il faut aller trouver quel est le danger, puisqu'on ne l'a pas en fait directement, il est distant, il n'est pas lié à notre pratique ou à notre cadre de pratique. Et enfin, le processus bah, alerté. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure.
Et Stéphane vous a mis ce document en pièce jointe du mail pour vous inviter à la réunion. Vous avez pu repérer, hein, c'est un véritable euh, calvaire pour savoir quel numéro appeler. Ce qu'il faut retenir, c'est que en cas d'urgence, en situation d'urgence, c'est le 17. Voilà, c'est le 17 ou le 114 pour les personnes qui sont en situation de handicap, notamment les malentendants. Voilà. Mais s'il y a voilà, situation d'urgence, c'est ce numéro-là. Les autres viennent ensuite, les accompagnements aux victimes. Vous voyez, par exemple, tout en bas, vous avez l'enfant bleu, qui est l'enfance maltraitée. Ça arrive au second plan. Alors, on parlait tout à l'heure de la cellule Signal Sport. Ça, vous pourrez trouver toutes les informations quand vous tapez Signal Sport sur Internet. En fait, c'est une cellule qui dépend du ministère des Sports et qui a cet avantage qu'elle a une action interministérielle. Il y a forcément une action qui se fait, un lien qui se fait entre le ministère des Sports, le ministère de l'Intérieur. Donc, dès l'instant où il y a un signalement qui est fait sur cette plateforme, il y aura forcément derrière une action, un suivi. Je ne vais pas vous détailler tout ce qui est sur la diapositive. Ce qui est important, c'est de retenir ça, la cellule Signal Sport. Alors ensuite, les procédures. Alors, voilà, c'est ça. C'est d'un point de vue de la victime, la justice, c'est une tortue. Et d'un point de vue de la justice, son travail se fait à la vitesse du lièvre. La difficulté, c'est qu'on ne perçoit pas les choses de la même façon. Donc, je vous ai fait une petite chronologie euh, entre le moment où il y a l'identification de l'acte. Donc, il y a deux possibilités, enfin, il y a deux actions. Le signalement qui est obligatoire, et puis ensuite le dépôt de plainte. Le dépôt de plainte se fait par la victime ou si c'est une victime mineure, par un parent. Si on est sur un signalement, ça enclenche une enquête. Alors le signalement, on va prendre le cas d'un signalement sur Signal Sport, d'un fait qui est arrivé par exemple sur un collégien, une collégienne. Ça va remonter systématiquement à la CRIP. Donc la CRIP, c'est une enquête sociale, cellule de recueil des informations préoccupantes. C'est au niveau du département que ça se passe. Grosso modo, c'est un délai légal, cette enquête, elle dure 3 mois. Et là, ça va consister à voir si l'enfant, enfin le milieu familial pour l'enfant est sécuritaire. Si ce n'est pas le cas, on pourra demander un placement dans une famille d'accueil ou dans d'autres membres de la famille. La CRIP fait un rapport qu'elle transmet ensuite au tribunal de justice. Vous avez une enquête administrative qui, elle, est faite par Signal Sport. Et là, c'est la cellule ministérielle. Cette enquête administrative va porter notamment sur euh, la carte professionnelle, sur tous ces éléments-là. Et puis éventuellement, enfin également, faire redescendre vers les fédérations d'appartenance pour enclencher derrière une mesure disciplinaire. S'il y a nécessité, le signal sport, enfin la cellule ministérielle, saisit l'autorité judiciaire. Et là, on tombe donc dans le cas d'un dépôt de plainte où c'est le procureur de la République qui se saisit du dossier. Et ensuite, on va donc vers une audience. Là, on est entre 7 et 9 mois quand on est dans le même département. S'il y a un changement de département, donc il y a un changement de tribunal, vous en prenez pour 3 à 4 mois de plus. Mais c'est le temps normal, les 7 à 9 mois, c'est le temps normal d'enquête, puisqu'il ne faut quand même pas oublier que d'un côté, bien sûr, il y a une victime, de l'autre côté, il y a un accusé présumé, et le travail de la justice, c'est de faire en sorte que on ne condamne pas quelqu'un, euh, j'allais dire inutilement, c'est pas le bon terme, mais voilà, s'il y a une condamnation à prononcer, elle doit être établie sur des faits et non pas faire une condamnation à la légère au risque de condamner quelqu'un qui finalement n'est pas coupable.
Si on remonte tout en haut, donc l'enquête sociale, il peut y avoir un classement sans suite ou une protection, comme je disais, une mesure de protection administrative avec le saisie des juges des enfants. Et puis, derrière tout ça, dernière colonne, le suivi des mesures d'incapacité qui est assuré depuis la cellule ministérielle, Signal Sport. Et puis, on a, au terme d'une audience, soit une condamnation, soit un classement sans suite. Voilà. Donc voilà un peu les procédures, enfin la façon dont ça se passe généralement, avec le temps que ça prend. À notre niveau, enfin quand je dis à notre niveau, au niveau fédéral, il y a une commission disciplinaire qui, elle, est là pour se prononcer, non pas sur du pénal, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour euh, comment dire, juger pénalement la personne, mais elle est simplement là pour faire un lien. Est-ce que il y a faire un lien avec la discipline et ce qui s'est passé? S'il y a un lien avéré, dans ce cas-là, il y a toute une mesure tout un listing de mesures disciplinaires qui peut aller d'un simple avertissement jusqu'à une radiation complète et définitive de la fédération avec impossibilité de reprendre une licence. Voilà, il y a plein d'alternatives entre ces deux extrêmes. Bien sûr, quand il y a une condamnation pénale, la commission disciplinaire tient compte de cette condamnation ou de cette procédure pénale, je veux dire, et peut prendre une disposition conservatoire, donc le temps que la procédure pénale ait lieu, de faire un retrait momentané de la licence en attendant le résultat de la procédure. Je vous propose de finir avec un petit film qui va reprendre un petit peu tout ça de façon un peu plus légère et pour faire une transition après avec le temps d'échange. Je ne sais pas si j'ai réussi à tenir les 20 minutes qui m'étaient données. Je ne devrais pas en être loin. Alors, est-ce que ça va partir?
Voilà. Donc, ça résume un petit peu tout ce qu'on a pu dire, tout ce qu'on a pu voir. Et voilà, donc maintenant, je pense qu'on peut passer au temps d'échange, si vous êtes d'accord, Émilie et Stéphane. Ben, merci Emmanuel en tout cas pour cette présentation succincte à tes yeux. J'ai vu qu'il a fait des efforts de synthèse et que merci à toi de ne pas avoir prolongé plus parce que il faut laisser